Bonjour Benjamin Davido. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Infectiologue, directeur médical référent Covid-19, l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine qu'on commence à bien connaître. Benjamin Davido, on va évidemment revenir sur les annonces. On va aussi essayer de se projeter et de prendre un peu de hauteur. La santé a perdu, l'économie a gagné. C'est ce que disent plusieurs de vos confrères. Jean-Paul Stahl, notamment, infectiologue au CHU de Grenoble. On veut faire tourner l'économie, mais on va submerger les hôpitaux. Voilà ses réactions après les annonces d'hier soir. Vous êtes sur la même ligne ? Je crois qu'il ne faut pas mettre en opposition la santé et l'économie. D'abord, l'hôpital, pour fonctionner, il a besoin aussi que l'économie fonctionne. Si demain, on paralyse tout, notamment avec, on en reparlera tout à l'heure, cette politique de test qui met en quarantaine tous les cas contacts, eh bien, l'hôpital pourra fonctionner difficilement. D'ailleurs, c'est pour ça que l'hôpital, c'est une exception. Lorsqu'on est positif au Covid, si on est asymptomatique et qu'on est vacciné, il y a 100% de vaccinés à l'hôpital, on peut continuer à travailler. Que les cas contacts peuvent continuer à travailler. Pourquoi ? Ça va être probablement ces règles qui vont être expliquées pour le monde des transports, de l'agroalimentaire. C'est qu'on a besoin que ces mêmes soignants viennent soigner les patients. C'est déjà le cas ? À Garches, je sais que c'est déjà le cas à Nice, par exemple. Oui, alors est-ce qu'on a eu la situation ? On a eu la situation des cas contacts, c'est certain. La situation d'asymptomatique, probablement à la marge, 1 ou 2 personnes. Évidemment, c'est avec l'accord du soignant et du chef de service et du cadre encadrant. Mais on l'a déjà vécu en réalité sur les vagues précédentes, cette situation. Donc il n'y a rien de surprenant. Ce qui est difficile en réalité, c'est que ça dure dans le temps. Et très clairement, moi je pense qu'on peut se féliciter à ce jour, on verra ce qui se passe plus tard, de savoir qu'on n'agite plus le chiffon rouge du confinement et du couvre-feu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est comme une victoire de la vaccination. On a la mémoire extrêmement courte, on a réussi à vaincre une 4e vague, alors que le monde a continué à tourner, que les Français sont partis en vacances, que nous on a continué à travailler en plein mois d'août. Et donc, il faut essayer de réitérer l'exploit le plus possible. Alors, victoire de la vaccination ou stratégie de l'autruche, politique au doigt mouillé aussi, aujourd'hui, personne n'est capable de dire quelle sera la traduction dans les hôpitaux de cette nouvelle vague Omicron. Et en même temps, ce gouvernement, hier, nous dit, bon, quelques restrictions, on mise tout sur la vaccination, laissons passer. Oui, je crois que c'est à peu près ça, vous avez résumé. Il nous faut probablement plus de temps pour voir exactement ce qui se profile dans les autres pays, notamment... C'est pas un pari risqué, un pari hasardeux ? Je pense qu'à l'extrême, l'autre pari risqué, c'est de confiner pour rien. Si on prend l'exemple de ce qui se passe aux Pays-Bas, typiquement, les Pays-Bas, ils ont 10% de rappel dans leur population, nous, on est à 30%. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, la 3e dose, elle fonctionne vis-à-vis d'Omicron, mais la 2e dose chez des individus jeunes protège également de formes sévères de la maladie. Et aujourd'hui, les malades qui sont à l'hôpital, c'est essentiellement du variant Delta, voire que du variant Delta chez les patients qui présentent une forme grave. Et donc, on est dans une côte mal taillée, probablement, c'est-à-dire qu'on est un petit peu en amont de ce qui pourrait se passer en France. Certains prévoient un blast. Ce qu'on regarde la courbe des contaminations, c'est une verticale. On n'a jamais vu ça, en fait. On n'a pas une courbe épidémique. Et donc, il est possible que cette fusée retombe comme elle est venue et donc va traverser, en fait, une population largement vaccinée. Explosion des cas, mais brève et sans conséquences sur l'hôpital. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite. Ça, c'est une certitude. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer ? C'est probablement un entre-deux. J'ai envie de vous dire, il sera toujours temps, comme ça l'a été dans les vagues précédentes... de réajuster ? Absolument, de réajuster et de dire que ça ne va pas et que là, le scénario optimiste n'est pas si le optimiste gouvernement que ça. Revienne et revoie sa stratégie. Très clairement, je pense que s'il n'y a plus de place à l'hôpital et qu'on ne peut plus soigner d'abord les non-malades du Covid, parce que c'est aussi ça dont il est question, il faudra que le gouvernement revoie sa copie. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que les non-vaccinés, qui aujourd'hui représentent la majorité, si ce n'est la totalité des admis en réanimation, ont-ils quelque part une forme de responsabilité face aux patients qui ne souffrent pas du Covid, mais qui ont besoin d'être opérés? On entendait ce matin le témoignage d'une maman dont le fils a une tumeur au cerveau, qui doit se faire opérer depuis le mois d'octobre et qui ne se fera pas opérer alors que c'était prévu au mois de décembre, qui est reporté au mois de février. Benjamin Davido. Évidemment, les gens qui ne se vaccinent pas, ils ont une responsabilité. D'abord, ils ont leur responsabilité personnelle, que ce sont les mêmes qui arrivent à l'hôpital et qui vous expliquent qu'ils n'étaient pas vaccinés parce qu'il n'y avait pas de risque et que cette pandémie, c'est une épidémie française qui a été inventée de toutes pièces. Moi, j'invite ces gens-là à aller voir ce qui se passe à l'hôpital, très clairement. Et puis aussi, on oublie, mais il y a des gens qui ont un schéma vaccinal incomplet. Des gens qui n'ont pas fait leur appel, qui se sont dit j'ai fait une dose, ça ira. Ou j'ai fait 2 doses, mais la 3e dose, j'irai pas. 3 doses, aucun cas de forme grave en réanimation quand on a 3 doses. Je n'en ai jamais vu. Je n'en ai jamais vu à ce jour. Il ne faut jamais dire jamais. Mais évidemment, il y a une autre catégorie de personnes, vous le savez bien, des gens qui caricaturalement sont non répondeurs à la vaccination parce qu'ils sont très immunodéprimés, que leur système immunitaire ne fonctionne pas. C'est des gens, vous aurez beau les vacciner, il n'y aura pas de réponse à la vaccination. Ce sont des gens d'ailleurs qui n'auront pas d'immunité naturelle.
C'est important de le préciser. Et d'ailleurs, souvent, on oppose l'immunité naturelle à l'immunité vaccinale, ce qui est absolument faux, parce que lorsqu'on vous vaccine, c'est votre organisme, votre immunité naturelle que vous stimulez. Et probablement que la meilleure immunité, c'est la double immunité vaccinale et naturelle. Et on espère, dans un scénario optimiste, que c'est ce qui se passera à l'effet de cette vague Omicron. Cette stratégie, un maximum de Français vaccinés complètement 3 doses. Et protégés. Et entre guillemets, un maximum de contamination naturelle pour atteindre cette double immunité. C'est ça, en réalité, la stratégie du gouvernement. Je pense que c'est une partie de cette stratégie. Vous avez raison. Et souvenez-vous, certains disaient que cette immunité collective, elle n'était pas atteignable. Je pense qu'elle est possible grâce à la vaccination. Bientôt une 4e dose, possibilité, dit Olivier Véran. Alors justement, le corollaire, c'est ça. C'est si ce scénario se profile, la 4e dose, à mon sens, sera caduque. L'autre question qu'il faut se poser par rapport à cette 4e dose, moi, j'ai pas de problème. En fait, je crois que personne sur ce studio sait combien de doses il a eu et compte les doses qu'il a reçues pour le vaccin de la grippe ou un touriste voyageur contre la typhoïde. Il se dit pas, j'ai reçu 10 doses, je peux pas voyager une 11e fois. Donc vous pensez que les Français accepteraient tous les trimestres d'aller se faire piquer? Alors justement, je pense que tous les trimestres, d'abord, c'est extrêmement dur, indépendamment, même si les Français voulaient, c'est extrêmement dur. Là, maintenant, c'est 3 mois entre la dernière vaccination. C'est extrêmement dur logistiquement, parce que vous avez vu ce qui s'est passé entre la 2e et la 3e dose. On a fermé tous les vaccinodromes et on a dit, en fin de compte, c'était pas la bonne idée. Très clairement, ce qu'il faudra, c'est, peu importe ce qui se profile avec Omicron, c'est un vaccin 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un vaccin ARN messager adapté sur le variant Omicron. Pourquoi? Parce qu'on sait, et on le savait avec la souche originelle dite sud-africaine, que si on a un vaccin adapté, on a beaucoup plus d'immunité et probablement une immunité plus durable. Et l'autre question qui reste en suspens, parce qu'on est tributaire de notre genèse récente de cette vaccination et de l'épidémie, c'est de savoir si les vaccins dits en protéines recombinantes, comme le Novavax, comme le futur Sanofi, dont on ne voit pas pour l'instant pas la couleur, peuvent permettre de stimuler plus durablement ce qu'on appelle l'immunité mémoire et donc d'espacer les rappels. Dernière question sur la vaccination, puis après on va passer aux mesures plus concrètes. Le problème qu'on a aussi, c'est ce qu'on fait à l'échelle de la France. Très bien, vaccinons 100% des Français, convainquons les derniers réticents, vaccinons aussi les enfants, même les plus jeunes. Mais ce variant Omicron, d'où vient-il? D'Afrique du Sud. C'est le 2e variant qui vient d'Afrique du Sud, dans une population très peu vaccinée. À l'échelle mondiale, d'autres variants vont arriver, même si nous sommes vaccinés. Benjamin Davido. Vous avez absolument raison. C'est-à-dire que cette stratégie, elle ne peut être que globale. C'est la définition d'une pandémie. C'est pas un mal français. Ça n'empêche pas que si on arrive à avoir une espèce d'immunité collective, eh bien on sera théoriquement protégé, y compris contre certains variants. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en Inde, avec une situation tragique, puisqu'il y a eu des milliers de morts et des gens qui ont été jetés dans le Gange dans cette vague catastrophique avec plus de 400 000 cas par jour au mois de mai avec le variant Delta. Donc évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite ni en Europe ni dans les autres pays riches. Mais très probablement, la prochaine étape, vous avez raison, et typiquement si on a un vaccin 2.0, il faudra donner nos vaccins de première génération à tous ces pays. Je pense notamment au Sénégal, moins de 10% de la population vaccinée. À la Russie, 30% de vaccination, plus de 1000 morts par jour il y a quelques semaines. Il y a probablement un variant russe qui nous échappe des radars. Et donc, on ne voit que ce qu'on est capable de screener. Vous savez, cette politique qui avait été discutée de dire on ferme les frontières avec l'Afrique du Sud, qui avait voulu nous prévenir justement de l'arrivée imminente de ce variant. Donc, c'est très compliqué. Benjamin Davido, les mesures désormais de freinage, d'adaptation en France. On parlait de la vaccination des enfants. Commençons par eux, les enfants, pas de report de la rentrée. Et à l'instant, Jean-Michel Blanquer qui annonce une nouvelle adaptation du protocole sanitaire en cas d'élèves positifs dans une classe. Jusqu'à présent, les autres pouvaient revenir en présentant un test négatif. Maintenant, pour revenir en classe, il faudra présenter plusieurs tests négatifs, au moins 2 à plusieurs jours d'intervalle. C'est-à-dire que, très clairement, un cas positif dans l'école de mon fils devra rester à la maison, se faire tester tout de suite une fois, et s'il est négatif, attendre quelques jours à la maison, un 2e test négatif avant de réintégrer la classe. Bonne stratégie? En fait, c'est extrêmement compliqué parce que, d'abord, tant bien même on est positif, si la question est il faut un test négatif pour revenir lorsqu'on est positif, on a du mal à savoir précisément combien de temps il faut pour être négatif sur un test. Et surtout, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'on va se retrouver dans une politique de multiplication des tests, alors même qu'on va, je pense, à un moment donné, atteindre 200 000 cas par jour, sans même parler des cas contacts, puisqu'on sait que c'est un R0, une probabilité de contaminer 10 personnes. Ça veut dire que quand vous avez 200 000 cas quotidiens, vous avez 2 millions de gens à tester dans la politique de cas contacts. Et donc, ce qui va se passer dans ce blast, dans cette verticale, c'est qu'on va être complètement dépassé dans la politique des tests, en fait. Et je pense que cette situation, en fait, n'arrivera pas. C'est aussi pour cela qu'on n'a toujours pas la réponse pour la réduction de la durée de l'isolement. Alors, je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut appuyer sur le champignon. Je pense que les cas contacts, il faut faire comme avec Delta à partir du moment où il devient majoritaire. On nous avait promis qu'il serait majoritaire. Aujourd'hui, si vous regardez les courbes, il n'est pas tout à fait majoritaire. Et Delta reste majoritaire sur l'ensemble de la France dans la limite de ce qu'on peut faire en termes de séquençage et de criblage.
Il va l'être probablement dans les semaines qui viennent. Et très clairement, il faudra ensuite également réduire la fameuse quatorzaine on a initialement. réduit de moitié. Absolument. Je pense C'était que 10 jours, c'est passé à 5. Oui, je pense que c'est tout à fait légitime. Pourquoi ? Parce que la durée d'incubation de ce variant qui frappe et qui est ultra contaminant semble plus courte. Et donc, on peut imaginer que la durée d'isolement d'une population majoritairement vaccinée soit réduite au moins à 7 jours. C'était le cas, souvenez-vous, lorsqu'on était passé de la quatorzaine à 7 jours lors de la deuxième vague. Retour du masque à l'extérieur, à discrétion des préfets dans les centres-villes. Pourquoi ? Parce que Omicron est plus transmissible, y compris à l'extérieur, même quelques minutes en discutant dans la rue ? Non, je pense que l'idée, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut mettre le masque tout le temps, c'est-à-dire tout le temps en intérieur. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les contaminations en extérieur, elles sont extrêmement résiduelles. On estime à moins de 5%. Ça n'a aucun sens si vous êtes tout seul dans la rue de mettre un masque, à part que c'est anxiolytique. Moi, ce que je préfère, c'est que les gens mettent le masque convenablement en intérieur plutôt que d'avoir tout le temps le masque comme une bavette sous le cou. Ça ne protège pas, ni sous le nez. Et donc, il y a vraiment, à mon avis, une pédagogie à faire parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation contre-productive où les gens se disent j'ai mis le masque à l'extérieur sous le menton. Quand j'arrive chez les gens, je l'enlève. Parce que ça, pour le coup, ça crée des contaminations. La nuit de la Saint-Sylvestre, pas de couvre-feu, mais la plus grande prudence recommandée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Annuler ses plans, les maintenir en testant bien ses invités. D'ailleurs, les autotests viennent d'être autorisés à être vendus en supermarché. Je crois qu'au-delà des tests, parce que d'abord les tests, on sait qu'ils sont imparfaits. Vous êtes négatif, le lendemain vous êtes positif et vous rappelez tous vos copains. La meilleure façon, c'est la stratégie de diminuer les contacts. Typiquement, le R0, je le rappelle, il est à 10. C'est-à-dire qu'une personne va contaminer 10 personnes autour. Donc une soirée à 50, ça semble pas raisonnable. Une soirée en petit comité, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire quoi ? 5-6 amis ? Oui, voilà, un peu moins de 10 personnes. Et c'est plus facile d'ailleurs de remonter les chaînes de transmission. Et c'est aussi pour ça que le gouvernement limite les grands rassemblements, revient sur des jauges. Ça vous semble suffisant ? Ça me semble en tout cas tout à fait ça... cohérent sur un plan scientifique. Il ne l'aurait pas fait, je n'aurais pas compris. Pas de consommation debout dans les cafés, les restaurants. Même logique, rester assis permet de limiter, de contenir un peu plus les contaminations. C'est pas ça, c'est que si vous êtes debout, en fait, vous êtes nomade, vous êtes mobile et votre nuage avec vos postillons, si vous êtes contaminant, va diffuser. Vous allez rencontrer des gens caricaturalement au comptoir et vous allez parler à 2-3 personnes qui sont des gens que vous ne connaissez pas. Si vous êtes à table, vous êtes avec vos amis, vous êtes avec votre cercle proche. Donc il y a une espèce de logique de brassage du virus. Je pense que ça ne gênera pas les Français. Mais c'est très à la marge, Benjamin David. C'est très à la marge et je pense que même chose pour les TGV. Je comprends bien, on interdit la voiture-bar parce qu'on ne se déplace plus du siège à la voiture-bar. Mais c'est vraiment des mesurettes, là. Oui, et c'est pour ça qu'il faut revenir sur une mesure dont on n'a pas assez parlé, qui est l'aération des espaces internes. En fait, c'est ça la clé de voûte. Tout à l'heure, vous me demandiez pour l'argent. Il faut avoir le courage de mettre l'argent. Ah ben, bien sûr qu'il faut de l'argent. Il faut aussi de l'argent pour reformer l'hôpital, faire la refonte totale du système de santé. Et ça, on sait que ça va prendre du temps. Benjamin Davido, le pass vaccinal, là c'est la prochaine étape qui remplace le pass sanitaire, sauf que ce pass sanitaire qui a été mis en place cet été n'a pas empêché ces nouvelles vagues, Delta en ce moment à l'hôpital, Omicron bientôt. En quoi ce pass vaccinal pourrait nous prémunir des prochaines ? D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que le pass qui existait jusqu'alors avec 2 doses a très bien fonctionné contre la 4e vague. Il n'y a pas eu de confinement, il n'y a eu aucune restriction, il y a eu d'ailleurs aucune annonce de mémoire de notre Premier ministre et d'Olivier Véran face à une situation qui était sous tension. En réalité, aujourd'hui, on remet les compteurs à zéro. Pourquoi ? Parce qu'avec Omicron, malheureusement, et ça, je crois que personne dans le monde ne l'avait prédit, ni même les plus grands scientifiques, il faut 3 doses. C'est comme ça. À défaut, il faudrait un vaccin 2.0. Et donc, on a été pris de court. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est toujours facile de le dire a posteriori, moi je l'ai défendu, c'est qu'il fallait un vaccin Delta. En réalité, si on avait une 2e dose avec un vaccin Delta, on aurait probablement une immunité un peu plus durable et donc une sorte de gilet de sauvetage. Donc ce pass sanitaire ou ce pass vaccinal va s'inscrire dans l'idée de dire qu'il faut qu'on se protège les uns les autres. J'ai 2 dernières questions. Allez-y. Un virologue, Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS, je ne sais pas si vous le connaissez, tweetait dès le 2 décembre « Si Omicron est très transmissible mais pas méchant », c'est-à-dire qu'il ne remplit pas les hôpitaux, il donnerait une immunité de groupe, participerait à atténuer le Covid en virus saisonnier bénin, ce qui sifflerait la fin de la crise. C'est un peu ce scénario optimiste qu'espère le gouvernement et dont on a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est plus compliqué que ça parce que arithmétiquement, si vous avez un blast, un nombre très important de contaminations, vous aurez malheureusement chez des individus fragiles des formes graves. C'est pour ça que l'année dernière, vous nous disiez retour à la vie normale, pas avant début 2024, voire fin 2024. Vous maintenez cette année, un an plus tard ? Oui, encore une fois, c'est difficile. On ne peut pas faire des prédictions, on n'est pas des météorologues. Mais très clairement, ce qu'il faut comprendre, pourquoi j'avais dit ça, et je reste sur cette idée, c'est que c'est une pandémie. C'est pas un mal français, vous l'avez très bien illustré. Ce réservoir des variants, il est dans les pays qui n'ont pas accès à la vaccination. Et cette stratégie globale, malheureusement, je pense qu'on va avoir du mal à vacciner les autres pays tant que, égoïstement, on n'aura pas vacciné les 10 puissances mondiales. Et que, en réalité, la vraie question, c'est est-ce que c'est pas
un exercice de style d'abord, de protéger les populations les plus fragiles et ensuite d'embrayer sur une vaccination globale. Pas météorologue, mais infectiologue. Benjamin Davido, à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour ces éclairages.